Tout d'abord, je me présente. Donc moi, je m'appelle François Piquemal. Je suis député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. J'en profite pour saluer ma collègue Anaïs Bellois-Sachérifi, ici présente, que vous pouvez applaudir. J'en profite pour remercier aussi toutes les militantes, les militants, le service d'ordre, les personnes qui sont à la technique derrière la caméra, qui s'occupent de régler les micros quand on n'y arrive pas, etc., pour leur implication au cours de ces amphis. Et j'ai à côté de moi deux invités exceptionnels que je vous présenterai à la fin de mon propos introductif pour cette conférence, donc, qui se propose de regarder au-delà de nos frontières les expériences municipalistes qui ont pu advenir en Espagne et à Naples en Italie. Déjà, je suis très heureux de voir qu'on est aussi nombreux et nombreux à 17h30 un samedi, après qu'on ait enchaîné des conférences tout aussi passionnantes, mais aussi prenantes intellectuellement les unes que les autres. Et ça montre aussi qu'il y a un intérêt pour l'échéance qui arrive, les élections municipales. Donc, je vais commencer par un petit sondage à la main levée. Qui va s'investir sur les élections municipales dans les mois qui viennent ici ? Bravo à vous et bon courage. Et celles et ceux qui n'ont pas levé la main, eh bien, profitez-en parce qu'après, il y a les présidentielles. Hein. Donc, vous aurez intérêt de mettre bouchée double, vous, de votre côté. La question des municipales, elle intéresse d'autant plus notre mouvement qu'il y a eu un fait mondial qui s'est déroulé ces dernières décennies, voire ce dernier siècle. C'est qu'il y a maintenant l'immense majorité de la population mondiale, et c'est vrai pour la France également, qui vit dans les villes. Il y a donc un fait urbain qui est central quand on veut penser la question politique et la question du lien humain que nous avons les uns avec les autres. On pourrait dire un homo urbanicus en quelque sorte. Et à l'heure où on cherche justement à voir comment créer et comment aller chercher le fameux 4e bloc, c'est-à-dire créer un peuple qui se reconnaît dans des valeurs communes, et ça a été l'objet de conférences qu'il y a eu notamment avec Clémence Guettet et du nouveau livre de l'Institut La Boétie, eh bien, je pense qu'on ne peut pas faire l'écueil de penser à comment on vit dans nos villes, petites ou grandes, tous ensemble. Alors Jean-Luc Mélenchon, dans son livre, avait développé notamment la théorie des réseaux, donc que tout fonctionne en réseau dans les villes, que ce soit la question par exemple de l'eau, de l'éducation, mais aussi de la culture et autres. Et on pourrait aussi poser, et c'est ce que je vais demander à nos intervenants, la question des lieux de sociabilisation. Les lieux de sociabilisation, c'est-à-dire les lieux où on vit en commun. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Barcelone avec Ada Colau, qui est l'ancienne maire de Barcelone, qui était présente l'année dernière ici. Et Barcelone, il y a par exemple des quartiers qui sont faits pour les familles. C'est-à-dire qu'il y a des espaces où les enfants peuvent circuler librement sans se sentir en danger parce qu'il y a une circulation automobile qui est trop importante ou parce qu'il y a des détritus partout, etc. Bon, dans ma ville de Toulouse, il y a très peu de quartiers qui sont pensés et faits pour les familles et pour les enfants. De la même manière, la question des inégalités qui existent de genre dans la ville est prégnante. Et on pourrait prendre des exemples précis. Avec ma collègue Mathilde Dignet, on a travaillé sur les toilettes publiques. Alors comme ça peut faire sourire, mais c'est une question d'égalité aussi entre les femmes et les hommes. Il y a la question aussi des villes qui peuvent être discriminantes pour des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui sont de telle ou telle origine ou qui ne vont pas se sentir à l'aise ou sécurisées dans tel ou tel endroit. Donc il y a beaucoup de problématiques et de réflexions à avoir sur les lieux de sociabilisation, parce que les lieux de sociabilisation, c'est là où on fait justement du commun entre nous, et c'est ce qui permet la politisation et la participation des habitantes et des habitants aux grandes décisions. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment en Espagne et en Italie, là où il y a eu des municipalités de gauche de rupture qui sont arrivées au pouvoir, ce qui a été mis en place, ce qui a pu fonctionner, et puis aussi évidemment les limites qui ont eu lieu pour s'en inspirer, nous
en France. Et je ne vais pas être plus long parce qu'on en a discuté. Je pense que l'objectif, et les mains levées dans la salle l'ont montré, c'est qu'on ait le maximum d'échanges ensuite avec vous sur des réflexions, des questions que vous pouvez avoir à partir des expériences communales qui vont vous être décrites. Alors le premier qui va en parler, c'est toi, Mathieu. Tu es chercheur politologue et tu sors un livre justement sur les expériences municipalistes en Espagne. Donc tu vas nous évoquer cela. Et ensuite, on donnera la parole à Maria Francesca. Tu es chercheuse spécialiste en droit constitutionnel et tu vas revenir sur l'expérience napolitaine qui a eu lieu en Italie. Et peut-être ma première question pour t'introduire, Mathieu, avant qu'on passe à Maria Francesca. Comment est arrivé en Espagne le fait qu'une gauche de rupture puisse prétendre et prendre des villes aussi importantes, par exemple, que Barcelone ? Bon, merci François. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je mets minuteur pour bien pas dépasser. Ouais, on essaie d'être... alors, ce que je vais... Attendez, non, j'ai fait n'importe quoi. La technologie... Bon. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, je vais essayer de résumer mon propos. Alors, il y aura sûrement beaucoup de questions, mais ça sera pour après. Je ne vais pas pouvoir tout dire. Je vais essayer de tirer 5 grandes leçons de ce que j'appellerais le cycle municipaliste en Espagne. Donc c'est un cycle en fait qui a commencé en 2015 où on a l'accès au pouvoir local de gauche, de rupture en fait, dans un certain nombre de villes. Alors on a retenu les villes de Madrid, de Barcelone, il y a eu aussi le cas de Valencia, donc les 3 principales villes espagnoles, mais il y a aussi d'autres cas tout à fait intéressants, par exemple Cadiz en Andalousie, il y a eu des villes en Galice, Saint-Jacques-de-Compostelle, La Corogne par exemple. Et puis, il y a eu tout un tas d'autres villes plus modestes, mais qui ont joué aussi un rôle. Donc, je vais essayer de tirer 5 leçons. Alors, je les annonce tout de suite. Tout d'abord, sur la dynamique d'accès au pouvoir. Donc, comment on fait pour accéder au pouvoir ? La leçon, ça sera que le contexte, il compte énormément, bien sûr, mais la lutte, plus encore. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ensuite, la deuxième leçon, ça sera qu'il faut créer une dynamique originale dans votre campagne, notamment en Espagne, ce qui s'est appelé des confluences municipalistes, on en parlera. Troisièmement, alors là c'est leçon vraiment classique de sciences politiques, je réinvente rien, c'est que le charisme, le leadership, ça compte aussi. On verra ces variables traditionnelles, c'est-à-dire voilà, il faut aussi avoir des cadres, il faut des gens qui dirigent un petit peu le mouvement, même si on crée un mouvement populaire local. La quatrième leçon, c'est que en fait, gagner les élections, c'est très bien, mais ce n'est pas prendre le pouvoir. Vous essaierez de comprendre, vous verrez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, vous avez beau gagner les élections, vous ne prenez pas forcément le pouvoir, parce que le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir populaire, il y a le pouvoir économique, il y a les médias, il y a vos opposants. Et eux, ils seront toujours là, même si vous accédez au pouvoir local. Et il faut bien l'avoir à l'esprit, gagner les élections, ce n'est pas forcément prendre le pouvoir. Et finalement, malgré tout, on essaiera de finir sur une note quand même positive, c'est que ce qui compte vraiment, c'est agir encore et encore, parce qu'on peut toujours modifier l'agenda des politiques publiques locales, c'est-à-dire les priorités, les manières de faire. Bien sûr qu'on a des contraintes, bien sûr qu'on est limité dans le temps et dans les compétences qui sont les nôtres, mais l'important, c'est savoir qui on représente et qu'est-ce qu'on essaye de faire au niveau local, pour qui on gouverne, quoi. Alors, la première idée, donc c'est ce que tu disais, c'est la dynamique d'accès au pouvoir. Alors, en Espagne, ce qu'on a vu, c'est que, bien évidemment, il y a eu un contexte qui a facilité quand même cet accès au pouvoir. Le contexte, c'était la phase postérieure à la crise économique de 2008, dans laquelle on a eu ce qu'on appelle en sciences politiques une fenêtre d'opportunité ou une structure d'opportunité favorable. Pourquoi ? Parce qu'on a des mobilisations sociales antérieures, à la fois au niveau national et au niveau local. On a donc des plans d'austérité au niveau national et des mobilisations pour résister contre tous ces plans. Le discrédit des partis traditionnels, la social-démocratie traditionnelle, la droite traditionnelle, et la naissance du parti homologue à la France insoumise en Espagne, le parti Podemos, en 2014. Et puis, on a des expériences locales de gouvernement assez discréditées. À Madrid, on a un pouvoir conservateur qui a un modèle urbain néolibéral depuis plus de 25 ans. On a ce cas aussi à Cadiz, on a ce cas à Valence. Bon, donc ça, vous vous dites, donc si nous, le contexte n'est pas favorable, on n'y arrivera jamais, quoi. Bon, alors oui et non.
Pourquoi ? Parce que le contexte, il dépend aussi de vous. Il dépend de comment vous vous mobilisez et comment vous politisez l'agenda local antérieurement aux élections. Et comment, déjà, il y a quelques années, et comment, dans les années à venir, vous vous mobilisez. Autrement dit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous mobiliser. Et donc, indépendamment du contexte, ce qui importe, c'est de se mobiliser localement, d'infiltrer les collectifs, de développer des liens avec des collectifs locaux, bref, de tisser votre toile d'araignée militante, à la fois dans le parti, mais aussi en dehors du parti. Donc ça, dans le cas espagnol, on l'a vu par exemple au niveau national, il y a eu tout un tas d'expériences militantes qui étaient des échecs sur le moment, mais qui derrière ont permis de former des cadres, de former des militants qui derrière se sont impliqués en 2015. Donc par exemple, on a un parti anticapitaliste, qui a été un échec, qui était une scission je vous la fais brièvement, une scission de Izquierda Unida, qui était le parti de gauche traditionnel, un peu comme le PC. Il y a une scission en 2008. Bon, c'est un échec total, ils n'ont jamais décollé, voilà, ils n'ont jamais réussi à percer. Mais on retrouve quelques années plus tard des militants d'anticapitalistas dans les mouvements qui se mobilisent en 2015. Et parmi les cadres nouveaux qui arrivent, eh bien, on a ces gens. Et on voit cela dans tout, vous-même, dans vos expériences militantes antérieures. Elles servent à vos engagements suivants. On parlait encore, François, je disais, comment ça se fait que tu parles si bien à la télé ? Il me dit, ah, j'ai fait 10 ans au DAL. Bon, bah oui, 10 ans au DAL, oui, bah ça aide, quoi. C'est sûr que quand on se mobilise sur le logement au niveau local, bah, on sait un peu c'est quoi les problématiques du logement. Voilà, et après, on sait défendre ses idées. Et alors, évidemment, le mouvement des indignés, en 2015. Et donc, si vous voulez, il y avait tout un tas d'ingrédients. La critique de la classe dirigeante, la crise des partis, une rupture générationnelle, des demandes sociales qui n'étaient pas représentées par les canaux traditionnels. Et donc, la possibilité de politiser ces enjeux localement. Donc vous devez penser dans votre contexte local, c'est quoi les enjeux vraiment là, du mandat de ceux qui sont au pouvoir dans les 6 dernières années ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est le logement ? Voilà, il y a une crise du logement dans votre ville. Est-ce que ça devient une ville massifiée où il y a le tourisme, Airbnb, les gens n'ont plus accès au logement ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le manque d'espace public ? Est-ce que c'est une ville qui est pensée pour la voiture et donc il n'y a pas d'espace vraiment pour les piétons, pour les vélos, pour les mobilités douces ? Vous voyez, c'est quoi les grands enjeux locaux ? Et ensuite, vous saisir de ces enjeux et les politiser. Donc, on a parlé du cas de Barcelone, par exemple. Il y avait eu des mobilisations massives dans la période des années 2010 sur le logement, avec notamment la plateforme des victimes du crédit qui mobilisait les gens en fait contre les expulsions locatives. Après, ils ont politisé aussi la question par rapport aux clauses frauduleuses des banques dans les contrats de crédit immobilier, etc. Et ils se mobilisaient en occupant des banques, en dansant du flamenco devant les agences bancaires, en faisant des trucs festifs, sympas. Et à la fois des trucs très concrets, à s'interposer devant les forces de police quand il y a des expulsions. Et tout ça, ça crée un mouvement social qui fait que derrière, Ada Colau, quand elle se présente à la mairie, elle est déjà connue localement. Elle n'a pas besoin de faire campagne avec une notoriété. Vous voyez, on va y revenir. Et ça joue aussi un rôle, évidemment. Mais il n'y a pas que le leadership, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a tous ces ingrédients-là. Alors, deuxième idée, c'est que, voilà, on a vu aussi dans le cas espagnol, ça peut nous donner une leçon aussi, c'est une dynamique quand même assez originale dans ce qu'on a appelé des confluences municipalistes. Alors là, je vais essayer d'illustrer cinq manières avec lesquelles ces mouvements municipalistes ont été quand même assez innovants dans leur manière de faire campagne. Bien évidemment, aujourd'hui, ça a été repris par tout un tas de groupes militants de par le monde et par nous-mêmes, pourquoi pas. Mais voilà, ils ont innové d'une certaine manière. Alors tout d'abord, l'idée de confluence. C'est quoi une confluence ? C'est comme un fleuve, en fait. Pour faire un gros fleuve, il faut des petites rivières qui confluent vers le gros fleuve. Bon, ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. C'est on crée un mouvement populaire au niveau local, en se basant sur des groupes locaux, en se basant sur un parti, en se basant sur des micro-partis, en se basant sur des indépendants qui sont engagés dans leur ville. Et on essaie de faire confluer tout ça, chacun ayant son rôle à jouer. C'est-à-dire on va au-delà du parti. On dépasse le parti. Et ça, LFI l'a déjà fait lors des dernières municipales et peut-être encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire on ne présente pas une candidature LFI. Alors peut-être que dans certains contextes, il faudra faire cela. Mais la plupart du temps, on essaie de faire une candidature plus globale dans lesquelles, s'il y a d'autres partis politiques qui veulent s'associer à nous, très bien.
Voilà, pourquoi pas, les écolos s'ils veulent, bah voilà, le PC ici ou là, peut y avoir des gens de, je sais pas, du NPA, voilà. Et on arrête de penser global. Non, non, nous, au niveau local, c'est là que ça se joue. On s'en fout des consignes nationales, de qu'est-ce qu'ils nous disent. Non, non, nous, localement, NPA, on milite avec eux sur le terrain, ils sont là dans les mobilisations, c'est des copains. Bah, allez hop, on s'associe, vous voyez, de façon pragmatique. Et si on nous pose la question, bah en fait, vous vous associez avec un peu tout. Non, non. Nous, on est la gauche, on est un bloc populaire, point. Et parfois, bah voilà, on s'associe avec des écolos, parfois avec le NPA, parfois peut-être dans une ville de droite, il faudra peut-être s'associer avec des sociodémocrates. Alors peut-être au premier tour, on ne va pas le faire, évidemment, mais au second tour, peut-être qu'il faudra le faire. Si vous voulez gouverner Nice, vous n'allez pas gouverner Nice avec une plateforme de gauche radicale dès le premier tour. Vous voyez, je pense que je ne surprends personne. Bon. Alors, on ne le dit pas, évidemment, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'adapte. On a une logique à géométrie variable, où le but, c'est d'abord d'incarner une gauche de rupture avec nos idées, un bloc populaire, et derrière, les autres s'associent à nous. C'est ça l'idée. C'est pas que, voilà, on cherche des... Non, non, les autres s'associent à nous. C'est nous qui menons campagne d'abord. Okay, et donc, dans le cas espagnol, les confluences, ça a été... C'est dépasser la forme de coalition de partis, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est à la fois... Peut-être qu'on a, pour vous donner un exemple, tout le monde comprenne, on a LFI, NPA, PC par exemple, mais au-delà de ça, on a des représentants du droit au logement. On a, alors qui s'engagent à titre individuel, peut-être qu'ils ne s'engagent pas au titre de leur association ou de leur mouvement, parce que le mouvement lui-même ne peut pas s'engager. Mais on a des gens qui sont identifiés localement comme militants du droit au logement, comme militants de telle association, comme militants de tel collectif, qui s'engagent à titre individuel. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas demander à la CGT de s'engager avec vous. Par contre, vous pouvez avoir des syndicalistes CGT qui, à un moment donné, s'engagent, ou de Sud Solidaire. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais ces gens-là, comme ils ont déjà lutté pour défendre tel enjeu dans votre ville, ils sont déjà connus. Et donc, ils s'associent avec vous. Vous voyez, c'est ça une confluence. Et on peut aussi avoir des gens indépendants, voilà, qui sont des personnes impliquées dans la ville. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est on a une logique de débordement. C'est-à-dire que, voilà, on essaye d'impliquer les gens localement avec différents degrés d'implication. Il y en a qui vont vouloir s'impliquer dans la campagne, sur le terrain, dans un quartier donné, simplement. Ils ne veulent pas entendre parler de ce qui se passe dans toute la ville. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans le quartier. On les implique par rapport aux activités du quartier. Vous voyez, d'autres, on va les impliquer d'une autre manière. D'autres veulent être impliqués seulement par rapport, je sais pas, à la campagne numérique. Hein. Et on a différents degrés d'implication. Alors, j'essaie d'aller vite parce qu'après, ça passe vraiment bien. Ensuite, alors, nous, en France, au mois de mars, je ne sais pas si ça sera possible ou pas, mais en Espagne, c'est ce qui s'est fait. On essaie le plus possible de faire des événements ouverts dans des espaces publics. On occupe l'espace public. Avec le droit, évidemment, maintenant, les policiers nous font chier tout le temps, déclarent ça comme des manifestations, même ça n'en est pas. Donc vous déclarez systématiquement à la mairie, sinon vos opposants, ils vont appeler la police, direct, ils arrivent, ils vous coffrent, votre événement terminé. Donc vous essayez de déclarer le plus possible, mais parfois vous ne déclarez pas non plus. Faire une déambulation, faire sortir de la musique dans les rues, dans un quartier, enfin voilà. Et on fait le plus possible des événements dans les espaces publics. On est visible. Donc en Espagne, par exemple, ce qu'ils faisaient, alors, les élections avaient lieu au mois de mai, donc c'est vrai que le temps aidait, mais malgré tout, on garde l'idée, voilà, on fait des événements, comment dirais-je, publics avec des logiques d'assemblée. On organise une assemblée, comme là on fait maintenant, voilà. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont arriver, qui vont alpaguer, faut mettre un petit service d'ordre, faut s'organiser. Mais vous allez être les seuls à faire ça. C'est pas la droite retaillot qui va prendre le risque d'aller dans la rue, occuper, faire une assemblée citoyenne. Bon, et nous, on le fait. Et puis, petit à petit, dans un quartier, puis dans un autre, etc. etc. OK ? Et alors, finalement, donc là, il n'y a plus rien de nouveau, mais à l'époque, il y a 10 ans, c'était quand même assez nouveau. Dans la constitution de vos listes, alors là, je sais que, c'est un enjeu quand même compliqué, mais voilà, on essaie d'avoir des listes qui ne sont pas forcément totalement ouvertes, au sens, voilà, on fait un vote en ligne, et puis celui qui a le plus de votes est le premier, deuxième, troisième, etc. Ça, voilà, ça peut... C'est vraiment un truc libertaire, ça serait l'idéal, mais on ne peut pas forcément toujours faire ça. Mais on essaye quand même de le faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, je ne sais pas, s'il y a vraiment 4-5 personnes qui doivent diriger le mouvement, on dit, voilà, ceux-là, ils vont être en haut de la liste. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres gens, ils vont être élus par un vote participatif, avec des listes ouvertes. Vous voyez ? Voilà. Et ça crée aussi un engouement.
Pourquoi ? Parce que voilà, ça incite les gens à venir, ça incite les gens à voter, ça incite les gens à faire campagne avant même la vraie campagne officielle. D'accord ? Et finalement, alors là, ce qui est plus facile à faire et qui maintenant est quand même bien connu, et il y a des outils quand même pour faire ça, c'est le programme participatif. Bon, ça maintenant, c'est éculé, ça existe depuis des années, mais il n'empêche que c'est vachement intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, on prend la trame nationale du programme de LFI, où vous avez des propositions nationales. Là-dedans, on sélectionne ce qui peut nous intéresser localement. Et puis ensuite, localement, on réfléchit, voilà, concrètement, quels enjeux nous, on a localement. Et puis, les gens peuvent faire des propositions. On peut même organiser des votes sur les propositions. Vous voyez, dans la campagne, tout ça, ça crée une dynamique de campagne. Puis à la fin, on arrive à un programme qui est mis avec des idées des dirigeants ou des cadres du mouvement, mis avec des idées des citoyens que l'on fait remonter, etc., etc. On essaie de faire un programme le plus participatif possible. Et dans certaines villes, comme par exemple à Barcelone, ils avaient même prévu des protocoles d'application. C'est-à-dire qu'ils avaient fait, par exemple, voilà, on a telle idée, et ensuite, concrètement, comment on va faire pour s'y prendre ? Vous voyez, ça, c'est extrêmement intéressant. Et aussi, ce qu'il faut éviter, par contre, c'est faire un feuillet avec 1000 propositions pour ma ville de 10 000 habitants. Bon, ça, c'est mort. D'accord ? Donc, vous faites peut-être 100 propositions, puis après, vous en sélectionnez les 20. Et puis, vous avez un programme avec toutes vos propositions. Comme ça, vos opposants, vous pouvez leur dire « Non, non, regardez, nous, c'est sérieux, on a des enjeux sur toutes les idées. » Mais vous avez vos idées centrales aussi, qui sont celles sur lesquelles vous insistez le plus. Parce que si vous dites, moi j'ai 100 propositions pour la ville, personne ne va arriver. Les gens au final, ils vont retenir quoi ? 3, 4, 5 encore. S'ils en retiennent 5, c'est énorme. D'accord ? Donc vraiment, vous avez les 100, c'est ou les 50 pour la crédibilité. Vous avez les 10 pour faire campagne, et vous avez les 2, 3 qui sont vraiment les enjeux sur lesquels vous tapez, voilà, vous insistez là-dessus. Alors, troisième élément, j'essaye d'aller vite, il me reste plus que 4 minutes, c'est voilà, le charisme, le leadership. Bon, en gros, dans le cas espagnol, on a eu 3 cas qui ont un peu mieux marché, c'est-à-dire à Barcelone, dans le cas de Valencia et dans le cas de Cadiz. D'accord ? Donc, tous ces maires ont été réélus au bout de 4 ans, donc ils ont fait 8 ans de mandat. Parce que le mandat en Espagne, c'est 4 ans. Et on a d'autres cas, comme par exemple en Galice, où les expériences ont été... ça a duré que 4 ans. Voilà, ensuite, l'opposition est revenue au pouvoir. Et même à Madrid, ils n'ont pas été réélus. Alors, je me focalise rapidement sur les cas de succès, si on peut dire. Alors, je n'ai pas le temps de tout dire. Vous connaissez le cas de Barcelone, peut-être, donc je n'y reviens pas. On a le cas de Cadiz, qui est peut-être moins connu. C'est un cas extrêmement intéressant. Cadiz, José María González, il est anarchiste revendiqué. Il est même pas, il se dit pas, non, lui, il se dit pas socialiste, il se dit anarchiste. Il est arrivé à la mairie, il a enlevé le buste du roi et il a mis Fermín Salvochea, qui était l'anarchiste de Cadiz à la fin du 19e siècle. D'accord ? Il a été élu avec 25% des voix en 2015. En 2019, réélu à 43%. Comment il a fait ? Ils sont tous devenus anarchistes. Non, mais... il a réussi il a vraiment mis en avant l'éthique politique. L'éthique politique. C'est-à-dire qu'il y avait de la corruption énorme dans la ville. Un autre modèle de ville. On ne fait plus une ville néolibérale, c'est-à-dire des grands projets avec des millions, etc. On fait des petits projets dans les quartiers, mais qui répondent à des demandes des habitants. Et lui, il se déplaçait dans la ville avec son libretta, son petit livre, en essayant d'écouter qu'est-ce que disaient les gens. Voilà, là, faudrait supprimer ce trottoir-là, faudrait faire une place piétonne ici, etc., etc. Il écrivait ce que les gens disaient, et ensuite il faisait. Alors évidemment, il n'a pas tout fait, mais au moins, ça donnait le sentiment que voilà, on est à l'écoute, on répond aux demandes citoyennes. Ensuite, il a ouvert le conseil municipal à tout le monde. C'est-à-dire, non seulement que, évidemment, vous pouvez assister aux séances du conseil municipal, mais les citoyens peuvent, faire des propositions pour l'agenda local. Ça, c'est super intéressant. En général, l'agenda local, c'est les élus locaux qui décident. On a été élus, et puis là, maintenant, voilà, c'est nous qui allons gouverner. Non, non, non. Même quand vous êtes élu, certes, vous avez des idées, vous mettez des choses en place, mais vous restez ouvert, vous restez attentionné à ce que disent les citoyens. Comment faire ça le mieux ? Vous ouvrez le conseil municipal à des pétitions citoyennes. Ça, c'est peut-être pas tout le temps, mais une fois par mois, vous réservez une séance de 3 heures le jeudi où les citoyens viennent, ils vous disent voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Évidemment, vous dites la vérité, on ne pourra peut-être pas tout faire, mais vous reprenez quand même certaines idées et vous les mettez en place. Ensuite, ce qu'il a fait, alors en Espagne, c'est un peu particulier. Mon temps se termine, je suis désolé, on continuera ça après avec les questions.
si vous voulez, les élus locaux ont une indemnité de maire et ils ont une indemnité aussi d'élu provincial. Donc ils ont 2 indemnités en fait. Il a dit non, moi je ne touche pas mon indemnité d'élu provincial, je redistribue ça à des associations locales. Il a limité les indemnités des élus locaux. Et puis en fait, il a une pratique vraiment éthique, c'est-à-dire, voilà quoi, on l'a vu, proche des gens, à déambuler dans la rue. De fait, par exemple, ça peut vous inspirer. Dans la campagne en 2015, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Comment ils ont fait campagne? Ils ont fait un genre de carnaval, c'est-à-dire qu'ils déambulaient dans les rues et ils faisaient du porte-à-porte, voilà, en prenant le temps de parler avec les gens dans les quartiers. Voilà, un quartier, demain un autre quartier. On déambule, on va rencontrer les habitants, on fait la fête dans la rue, etc. etc. Et à la fin, voilà, vous avez un anarchiste qui, dans une ville traditionnellement conservatrice, est réélu à 43%. Pourquoi? Parce que même des gens qui étaient modérés, sociodémocrates, voire même de droite, ne pouvaient pas le critiquer par rapport à son côté incorruptible, son côté, voilà, oui, en effet, il fait des choses pour les gens. Peut-être qu'il ne fait pas tout bien, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est quand même quelqu'un qui tient ses promesses, quoi. Voilà, et ça, je pense, c'est une très belle leçon à retenir. Alors, je termine ensuite rapidement. Malheureusement, je m'excuse. Dans d'autres cas, comme l'a dit François, par exemple, on prend le cas de Barcelone, il y a aussi des choses concrètes qui ont été faites. Alors sur le logement, évidemment, je donne quelques exemples. Il y a eu un moratoire sur la création des logements touristiques. Il y a eu ce qu'a dit François, c'est-à-dire la piétonisation de certaines rues, mais au-delà de simplement on piétonise, on crée des micro-centres-villes, si vous voulez, dans des quartiers qui ne sont pas le centre-ville. C'est-à-dire on repense vraiment la ville au sens, il n'y a pas que la ville-centre et la périphérie. Il y a la ville-centre, certes, mais dans les quartiers, on recrée des villes-centres dans chacun des quartiers. Vous voyez, avec une place où il y a des commerces, etc. Et ça, les gens aiment bien, parce que voilà, vous pouvez sortir avec vos enfants et vous n'avez pas le danger qu'ils meurent tout de suite écrasés par une voiture parce qu'il y a au moins un petit espace où voilà, il y a des terrasses, etc. Et puis, on fait des choses simples. Je donne un autre exemple. Les écoles. Regardez, on a plein d'écoles en France. On parlait de division du genre. Une école typique, c'est quoi? Au milieu, vous avez le terrain de foot. Qu'est-ce qui se passe? Regardez avec tous nos enfants. Ce qui se passe, c'est que les garçons prennent le terrain au centre et les filles sont autour. Et dès le plus jeune âge, on a une division genrée de l'espace et une division genrée de la vie en général. Et donc, on fait des aménagements, par exemple, dans les écoles, pour que les petites filles aient autant d'espace que les garçons. C'est des choses symboliques, mais voilà, c'est très important. Et puis après, il y a des batailles qui ont été menées. Alors, par exemple, à Cadix, il y a une politique en faveur des sans-abri. On a recensé tous les sans-abri dans la ville, on a essayé de les aider. Il y a des politiques en faveur, par exemple, des personnes âgées. Personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer dans les résidences, qui vivent chez eux seuls. On a créé un service municipal où les résidences pour personnes âgées cuisinent un peu plus et peuvent distribuer à domicile des repas pour les personnes âgées qui ne sont pas... Vous voyez, des choses comme ça. Des plans de continuité alimentaire, par exemple, pour les enfants vraiment qui en ont besoin, qui sont dans les familles les plus pauvres, qui parfois se nourrissent d'abord avec les écoles publiques. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'école publique l'été? On fait un plan de continuité alimentaire pour quand même s'assurer que... Voilà. Et puis des programmes de municipalisation. On a le cas notamment à Cadix avec le service des plages. Alors c'est symbolique, mais voilà, on récupère tout ce qu'on peut. Alors les municipalisations, c'est compliqué parce qu'on s'attaque à d'autres niveaux de pouvoir. On s'attaque parfois à la métropole, on s'attaque parfois à l'État, on s'attaque à des compagnies privées. Mais même si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mener la bataille. On a parlé de l'eau. Si dans votre ville, il n'y a pas de régie publique de l'eau, vous pouvez faire campagne là-dessus. Ça ne se fera pas demain, mais progressivement, ça peut se faire. Alors, je conclus, parce que j'ai déjà trop parlé. Gagner les élections, ce n'est pas prendre le pouvoir. Juste une petite leçon. On a vu vraiment, dans tous les cas, des attaques féroces des oppositions qui, bien évidemment, ont fait que, par exemple, dans le cas de Madrid ou dans le cas de la Galice, ça peut vous amener à des échecs assez rapidement. Mais il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que les libéraux, ils sont libéraux que quand ils ont le pouvoir pour eux. Mais quand ils n'ont plus le pouvoir, et surtout quand on a des coalitions de gauche radicale qui arrivent au pouvoir, là, ils ne sont plus du tout démocrates. Et vous voyez un axe libéral autoritaire qui se crée avec l'extrême droite. Et tout est permis. Campagne de diffamation, procès qui n'en finissent jamais, etc. Le parti, ça fait comme LFI. Podemos, en Espagne, il y a plus d'une dizaine de procès en diffamation. Tout est permis. Aucun n'ont abouti. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Donc, il y aura des groupes d'intérêt contre vous. À Barcelone, par exemple, les hôteliers. Parce que c'est un groupe très important, voilà, pouvoir économique. Ils ont fait la guerre à Ada Colau.
en Galice, il y avait même l'administration. Ils ont mis en place, par exemple, en Galice, un programme de budget participatif et de démocratie participative. C'était les propres membres de l'administration locale qui disaient qu'en gros, bon, ça ne sert à rien, ça ne va rien changer, trop compliqué, ça nous fait du travail en plus. Ils se sont opposés de l'intérieur à leurs propres élus. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut se préparer à ça. Voilà. Mais on peut résister, bien évidemment. Et ma conclusion, je suis désolé, j'ai dépassé de 3 minutes 30, c'est que malgré tout, voilà, on peut quand même modifier l'agenda des politiques locales. On peut agir, réguler le droit au logement, par exemple. On doit s'attaquer. S'il y a des logements vacants dans votre ville, vous y attaquez. Voilà, vous avez droit. Alors certes, il y aura des gens mécontents, vous attaquez au droit de propriété, vous aurez plein de gens aux fesses, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir pour qui vous gouvernez. La transparence, l'éthique, c'est pareil. Vous pouvez rendre les comptes de la mairie, le budget de la mairie beaucoup plus public, savoir comment on utilise l'argent public. On peut créer sur le site internet de la mairie, voilà, dire voilà les investissements, les aménagements urbains. Donc l'espace public, se réapproprier les quartiers, les transports, le vélo. Il y a des villes en France où on va vers une gratuité. Par exemple, on a le cas, je crois, de la métropole de Dunkerque, où voilà, il y a des transports publics entièrement qui vont vers la gratuité. À Niort aussi, on a ce cas. D'accord ? Donc, dans des grandes villes, c'est possible. Les espaces partagés, etc. Et puis surtout, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cas, par exemple, dans le cas de Madrid, où la maire, rapidement, a mené une politique plutôt social-démocrate, en fait, parce qu'elle n'est pas vraiment issue de la gauche radicale. Ils l'ont mis comme dirigeante de la coalition parce que Manuela Carmena, elle était connue comme juge, etc. Et tout de suite, elle s'est modérée. Et ben, en fait, tout de suite, elle a perdu. Pourquoi ? Parce que son électorat traditionnel s'est démobilisé. Tous les gens du droit au logement l'ont lâché en disant bah, « vous faites rien ». Et l'opposition s'est mobilisée contre elle. Donc vous perdez des deux côtés. Donc ce qu'il faut surtout, c'est avoir une forme de radicalité, ne pas avoir peur de faire des choses voilà, qui sont anticonventionnelles, mais en les présentant comme dans le sens commun, dans l'intérêt de tous. Parce qu'au fond, le droit à l'éducation, le droit au logement, c'est des droits fondamentaux. Ça s'adresse à tous les citoyens. Vous ne vous adressez pas juste à votre camp. Vous améliorez la vie de l'ensemble de vos concitoyens au niveau local. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Mathieu, ça ouvre pas mal de perspectives et de réflexions, notamment sur la conquête du pouvoir, mais aussi ce qu'on va faire une fois qu'on sera arrivé dans nos villes. Et j'en profite pour saluer mon collègue Sébastien Rome, qui est le futur maire de Lodève, si tout se passe bien. Donc voilà. Alors, je ne vais pas saluer toutes les candidates et candidats futurs maires que j'ai reconnus, de Colomiers à Cahors, voilà, mais en tout cas, je suis très content de vous voir ici et je vais laisser la parole à Maria Francesca et après, on ouvrira le débat dans la salle s'il y a des questions, des réflexions et toi, tu vas nous parler du cas de Naples qui est peut-être un peu moins connu en France et qui pourtant est très intéressant. Merci. Et merci pour cette invitation. J'ai déjà eu l'opportunité d'échanger avec des acteurs municipalistes français, mais je trouve ce dialogue vraiment intéressant parce que, évidemment, LFI a eu la capacité d'avoir un dialogue avec des différentes classes et catégories sociales. Du coup, merci en avance pour les échanges qu'on aura. Je vais introduire un petit peu, comme il est écrit dans le titre, la question des comment. Parce que, en fait, la question de comment était vraiment au centre de l'administration des magistrats, du gouvernement néo-municipaliste à Naples. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est en général sur le municipalisme, c'est que, en fait, le succès du municipalisme est dû au fait de ne pas considérer la commune, la collectivité locale comme un instrument de la politique nationale, mais vraiment comme le point d'atterrissage des droits. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de politiques qu'on peut faire au niveau local, au niveau de la commune, justement pour aborder tout directement des droits fondamentaux dans les quartiers populaires et dans des catégories qui en ont besoin. Et du coup, dans le cas de Naples, et c'est pour ça que je vais introduire le thème des comment. Les comment ont permis à
cette nouvelle mairie du changement de Luigi de Magistris, qui évidemment sortait des partis traditionnels qui étaient un peu les fruits d'une délusion, d'une crise des partis traditionnels de droite et de gauche. Le rapport, le dialogue avec les communs a été justement une façon pour agréger un consensus différent pour trouver et organiser des nouveaux électorats, notamment en jouant sur la capacité des gens de s'auto-organiser. Évidemment, Mélenchon hier parlait de LFI comme un parti avec un pied dedans et un pied dehors des institutions. Et voilà, dans les pensées municipalistes, on dit souvent un pied dedans, 1000 pieds dehors des institutions. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à pas seulement prendre le pouvoir au niveau local, mais aussi faire en sorte que les communautés, comme on en a parlé plusieurs fois dans ces amphis, sont capables de s'autodéterminer et de construire vraiment une alternative de société solidaire, antiraciste, antifasciste, antisexiste, etc. Et du coup, le discours des communs, souvent, il est considéré par les programmes municipalistes, évidemment parce qu'il permet d'aborder un peu les trois contradictions, les trois exploitations du capitalisme, c'est-à-dire pas seulement l'exploitation du travail, dans la dynamique entre les capitales et les travail, parce que très souvent, les communs, ça répond à des nécessités de partage et autogestion des moyens de production, comme il a été par exemple le cas dans l'asilo, qui a été le premier des communs de Naples, où les artistes ont commencé vraiment à partager les moyens de production avec une vision large, c'est-à-dire en engageant la population tout entière dans l'aménagement de l'espace. Mais il répond aussi à l'exploitation de la nature. Il y a beaucoup de communs qui, en soutenant l'autodétermination des personnes sur leur territoire, ont évidemment mis en place des combats écologiques, des combats d'autodétermination sur les territoires, notamment dans les périphéries polluées, exploitées de Bagnoli, qui est un quartier périphérique où une ancienne usine avait pollué en fait, la mer et la côte littorale. Et finalement, le travail de soins, de care, c'est-à-dire le travail reproductif qui est souvent exploité par le capitalisme. Et en fait, ce que les communs font, sont de valoriser et surtout d'émanciper ce type de travail pour le mettre au service de la création d'une société qui est au-delà de la compétition capitaliste, de la méfiance, etc., et qui permet vraiment de créer de nouvelles sociétés solidaires. Et en arrivant à Naples, l'idée, ça a été de pas seulement se rattacher à des communs, à des biens qui sont nécessaires pour les droits fondamentaux, parce que vous savez qu'en Italie, le débat sur les communs a été fondé principalement sur la question des droits fondamentaux. Elinor Ostrom nous a gagné un prix Nobel en nous montrant que les gens sont capables, les usagers d'une ressource, sont capables de s'auto-organiser au-delà de l'État, c'est-à-dire de l'État comprendu d'une façon traditionnelle et verticale, et au-delà du marché. C'est-à-dire que les gens ne sont pas des usagers de services ou des usagers de services publics, mais qui sont des gens capables de créer ses propres règles. Et dans le discours politique italien, cette idée a été vraiment politisée à partir des droits fondamentaux. Il y a eu une proposition de loi qui portait à la protection des communs, en les identifiant comme des biens qui expriment des utilités fondamentales pour les droits humains et que du coup doivent être accessibles à tout le monde et mis hors du commerce. Ce qu'on a créé avec les communs urbains, c'est ce qu'on appelle les biens communs émergents, c'est-à-dire revendiquer la possibilité pour la population, pour les gens, pour les habitants du quartier, de choisir quelles ressources doivent être considérées comme des communs et de les autogérer d'une façon partagée. Pas avec les instruments traditionnels de l'administration partagée
ou des accords, des contrats avec la mairie, mais vraiment à travers l'autogouvernement, l'autogestion des communs. Et évidemment, ça se rattache aussi à la lutte. En effet, ça se rattache à des différentes racines, parmi lesquelles il y en a internationales, c'est-à-dire la crise internationale de la dette, en fait, par laquelle l'Italie, comme tout le sud de l'Europe, a été particulièrement concernée. Et du coup, la mobilisation des mairies du changement dont on parlait avant, l'Espagne, les places des indignados, etc. Mais il y a eu aussi le référendum sur l'eau en Italie, parce qu'il y avait une loi du gouvernement Berlusconi qui imposait en fait la privatisation de l'eau. Ce n'était pas qu'elle la permettait, mais en fait elle l'imposait. Et le discours de l'eau bien commun, c'est-à-dire l'idée que l'eau soit un bien nécessaire aux droits fondamentaux et qu'elle doit rester pas seulement publique comme propriété, mais aussi publique comme modalité de gestion, c'est-à-dire ouverte à tout le monde sans des barrières économiques et sans des profits économiques et avec des démarches participatives. C'était ce qui a agrégé un consensus inédit pour un référendum citoyen qui a finalement permis d'abroger cette loi qui imposait la privatisation de services publics. Et en fait, Naples est un des seuls cas, probablement le seul cas qui a complètement implémenté, qui a complètement actualisé les résultats du référendum en réalisant une gestion complètement publique et participée de l'eau publique. On m'a demandé un peu aussi d'aborder les thèmes de comment ça naît l'administration municipaliste à Naples et de comment on a pris les pouvoirs et de qu'est-ce qu'on a fait après. Et en fait, évidemment, il y avait des questions locales. C'est-à-dire, évidemment, en Italie, il y a une tradition de centres sociaux autogérés, qui ne sont pas les centres sociaux comme vous les connaissez en France, mais qui sont en fait des lieux qui sont autogérés par des collectifs politiques pour répondre à des besoins fondamentaux et en même temps pour organiser la participation politique, pour sensibiliser les personnes, les quartiers sur certains principes politiques. Du coup, vraiment, en Italie, on a une tradition d'autogestion d'espace, qui est ce qui a permis de créer une société, là où il a permis, évidemment, de créer une société militante, de mobiliser même les quartiers populaires et les gens qui étaient éloignés de la politique. Et en plus, il y avait évidemment des luttes écologiques, notamment très particulières du territoire, qui avaient déjà agrégé des intérêts différents, c'est-à-dire un peu les élites intellectuelles ou certaines élites intellectuelles, certains intellectuels, avec des comités de quartier, des comités des aréas concernés, qui ont commencé à revendiquer la possibilité de s'autodéterminer par rapport à leur territoire. Je parle en particulier de la question de Bagnoli, dont je parlais avant, et aussi la question des déchets urbains qui avait été en grande crise à Naples. Dans ce cadre, la liste des magistri, c'est la plus, comme je le disais, en effet, cueillir les moments de crise des partis traditionnels, qui étaient très forts en Italie. C'était un moment où l'anti-politique, ou de toute façon, les listes qui sont dehors de la politique traditionnelle ont gagné beaucoup de terrain en Italie. Et en fait, ce qu'il a fait tout au début, et c'est comme on peut aussi, c'était dans l'idée de Barcelone en Comú, d'Ada Colau, c'est vraiment de proposer parfois d'une façon un peu populiste, une façon différente d'aménager la ville pour les droits des habitants et pas pour en dehors des intérêts organisés qui étaient déjà au pouvoir dans la ville. Et en fait, un peu comme il était évoqué avant, au tout début, la campagne des magistris n'était pas de gauche, était une campagne ni de droite ni de gauche, parce qu'il a pu aborder vraiment un sentiment populaire qui venait des crises qu'on avait observées, comme celle des déchets urbains, et du sentiment de méfiance contre les institutions en général et les partis politiques en général.
Du coup, ce qu'il a fait, c'était vraiment de chercher des nouveaux électorats, de participer aux assemblées habitantes. Et en fait, dans ces cadres, les mouvements qui ont porté à la création des communs urbains, à la création des assemblées citoyennes de Massa Critica, les assemblées municipalistes, c'était vraiment une façon pour évidemment la communauté de s'auto-organiser et donner son agenda politique, mais évidemment aussi pour le maire, pour pouvoir avoir une nouvelle base électorale face à la situation de méfiance par rapport aux partis traditionnels et aux classes intellectuelles et économiques dominantes dans la ville. Qu'est-ce qu'on a fait en concret, notamment par rapport aux communs urbains? En fait, la plupart des communs urbains, tous les communs urbains qui existent à Naples, qui ont été reconnus à Naples, il s'agit de 8 espaces, ont été occupés tout d'abord d'une façon illégale. C'est-à-dire, ce n'était pas la mairie qui a décidé de les revitaliser, de les régénérer. C'était en fait les habitants qui se sont saisis d'un lieu, pas pour eux-mêmes, pour leur intérêt, bien évidemment aussi pour leur intérêt, c'est-à-dire pour répondre collectivement à des besoins collectifs, mais aussi pour la ville tout entière. Et du coup, ils se sont vraiment saisis de la responsabilité de proposer, de créer des politiques publiques pour la ville. Et là, vraiment, je trouve que la mairie a eu le courage un peu de se mettre à l'écoute de ce que la communauté venait de faire et de reconnaître juridiquement ce qui se passait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les communautés des communs ont inventé un nouveau outil juridique qui a permis de reconnaître les autogestions qui venaient à chaque jour, à chaque semaine, par des assemblées publiques. On a utilisé un instrument qu'on avait dans le droit italien qui portait notamment sur l'aménagement collectif des terres rurales, des pâturages des terres collectives, qui permettait justement à des communautés d'autogérer des domaines collectifs selon des règles qui naissent par les usages, qui se sont créés dans le temps, dans l'utilisation des ressources. Sur la base de certaines valeurs constitutionnelles, on a pu créer la même dynamique dans un commun urbain, c'est-à-dire l'occupation, qui était tout d'abord illégale, a permis et qui a été en fait tolérée évidemment par la nouvelle mairie, par la mairie municipaliste, a permis de commencer à créer des pratiques et des règles vraiment d'ouverture, parce que les critères, c'était d'ouverture à tout le monde, avec des critères d'antifascisme, antiracisme, antisexisme, et d'usage non exclusif des biens. Et du coup, ces règles ont été écrites dans des déclarations d'usage civique qui ont été reconnues par la ville. Et après, le réseau de ces communs, qui avait été reconnu pas avec un contrat entre la ville et des associations de communs, etc., mais avec la reconnaissance des organismes d'autogouvernement des communautés informelles, on crée une plateforme municipaliste qui s'appelle Massa Critica et qui, avant les élections de 2015, a décidé de se mettre ensemble pour proposer au prochain maire, n'importe qui aurait été, parce qu'on ne savait pas encore qui aurait été, mais de proposer un agenda partagé, un agenda qui sortait des assemblées publiques. Et évidemment, des magistrats ont participé à ces assemblées, mais en fait, la dynamique a continué à être différemment, et là, c'est la principale différence peut-être entre Barcelone et Naples, a continué à être de dialogue, d'une dynamique dialectique entre les mouvements qui ont continué à être autonomes et le gouvernement de la ville qui s'est mis à l'écoute de ce que les mouvements disaient. Et ce que je trouve pour être intéressant aussi pour un programme politique qui ne soit pas en Italie,
Je trouve que c'est un peu la façon dont cette expérience a renouvelé la participation politique et la propriété, évidemment. Tout d'abord, c'est ce qu'on a fait à Naples, c'est-à-dire la création d'un nouveau outil juridique qui reconnaissait l'autogestion, l'autogouvernement des communs. On l'appelait usage créatif du droit. Et ça a permis vraiment aux gens, aux communautés, avec l'écoute et la collaboration du gouvernement de la mairie, de créer de nouvelles institutions, c'est-à-dire de nouvelles façons de gérer des biens publics, mais aussi ce que Massa Critica, cette plateforme municipaliste, a fait, il a été aussi de proposer d'obtenir de nouvelles institutions, comme l'Observatoire des communs et le Conseil d'audit sur la dette publique, pour vraiment mettre des activistes dans ces institutions qui étaient dans ces organismes consultatifs du gouvernement local, qui n'étaient pas l'organisme traditionnel d'experts avec des titres, mais qui étaient vraiment les activistes qui pouvaient se saisir de l'intérêt général et créer des moments d'élaboration en soutien des politiques de la ville, mais évidemment aussi de dialogue avec les activistes, les communautés informelles. Et en plus, l'expérience des communs, à mon avis, au moins, a permis de vraiment organiser la participation politique, c'est-à-dire tous les instruments que vous voyez dans les programmes de démocratie participative, les consultations, les concertations, les différentes formes de dialogue entre la ville et les citoyens, portent toujours des risques. Un des risques, c'est d'être instrumentalisé dans une logique libérale, c'est-à-dire faire semblant que tout le monde est au même niveau. Et du coup, on organise des assemblées où tout le monde parle, mais en effet, pas tout le monde a la même possibilité d'être là. Pas tout le monde a la même possibilité de bien parler et de parler d'une façon rationnelle et tout ça. Et du coup, évidemment, la participation où chacun vaut une personne, comme les Cinque Stelle le disent, a ses limites. Et du coup, l'auto-organisation et le soutien à l'auto-organisation des habitants permet de vraiment mettre en place une dynamique participative qui soit attentive des injustices sociales, des différences sociales et des différentes conditions avec lesquelles les gens puissent accéder à la participation politique. En même temps, les consultations, les outils de démocratie participative sont souvent appropriés ou hackés par des intérêts privés. Et là, c'est un vrai danger, parce qu'une fois qu'on a mis en place un organisme, un processus de participation politique, là, il est difficile de tourner à l'arrière. Du coup, la possibilité pour les communautés de s'auto-organiser, de faire ses propres propositions dans des processus de décision publique, ça apporte la possibilité de vraiment de donner une substance au processus participatif. Et enfin, c'est des instruments qui sont vraiment anti-technocratiques. C'est-à-dire dans l'élaboration, les communs se sont comportés, ont fonctionné comme des vrais corps intermédiaires, même si différents des corps intermédiaires traditionnels. Et du coup, ils ont permis de vraiment échanger, faire de la pédagogie et mettre des expertises qui existent quand même dans les communautés au service de l'intérêt général. Et du coup, enfin, juste pour conclure, un peu sur les points de force et les limites de l'expérience. Évidemment, comme je le disais, à Naples, le choix était de la part de la mairie, a été vraiment de ne pas avoir les activités, et de la part des mouvements, des activistes aussi, de ne pas avoir ces mouvements dedans, mais de garder une dynamique de confrontation qui a permis en même temps de changer vraiment les institutions. Et là, j'aime souligner que comme cette dialectique a permis de garder l'autonomie des communautés,
Là, les instruments de commun et les instruments qui ont été mis en place pendant la période de l'administration municipaliste, ça existe toujours, même dans un nouveau gouvernement, parce que les mouvements ont gardé leur autonomie et ont gardé leur consensus sur leur territoire, ce qui a permis de rendre vraiment difficile d'un point de vue juridique et d'un point de vue politique de changer ce qui avait été fait par la mairie précédente. Et évidemment, ce qui a été peut-être la limite aussi de l'expérimentation, c'était justement ça, que la liste elle-même, elle est restée concentrée sur à peu près une personne. Et du coup, il y a, comme les mouvements et les dynamiques participatives ne sont pas vraiment rentrés dedans, le parti politique et la force politique, là, on a eu évidemment des problèmes avec la suite, quand on n'a plus pour candidat des magistris, on a dû changer les candidats. Évidemment, là, on a souffert le fait qu'on n'ait pas ou une majeure pluralité, un majeur accès des mouvements à l'intérieur de la liste elle-même. Et voilà, je ferme là. Du coup, j'imagine qu'on aura des questions. Et merci encore. Merci beaucoup à Maria Francesca pour cet exposé en français en plus, donc vraiment chapeau à toi. Alors, je vous propose de lever la main si vous voulez intervenir les unes les uns les autres. On va essayer de prendre un maximum d'interventions de manière paritaire, évidemment. Juste un petit mot par rapport à vos deux exposés. Je pense que ce qui est revenu aussi et ce qui nous intéresse, c'est la question de la participation des habitantes et des habitants. Tant dans la conquête du pouvoir, et toi tu as exposé comment en Espagne ça avait pu se faire, comment aussi en Italie, alors avec la tradition des centres sociaux autogérés, parce qu'il y a une tradition autonome et anarchiste en Italie assez forte. Moi, que j'ai pu aller expérimenter d'ailleurs à Milan, où je suis allé dans un centre social autogéré quand j'étais jeune, et aussi en Italie, en Espagne, pardon, où il y a une tradition anarchiste forte d'ailleurs, qu'on connaît aussi à Toulouse, puisque Toulouse était capitale de l'exil de la République espagnole et où le syndicat de la CNT notamment était assez important jusqu'à il y a quelques décennies. Mais tout ça montre qu'il y a déjà des ferments parfois dans nos villes de participation ou de culture politique qui existent et qui sont préexistantes et sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour créer une dynamique. Et là-dessus, moi, je tiens à dire que, à mon sens, il y a souvent un écueil qui existe en France de manière globale, c'est le manque de culture historique qu'on peut avoir de nos villes. Alors que nos villes sont souvent riches d'expériences militantes qui parfois sont effacées, sont oubliées parce qu'il n'y a pas de transmission de ces luttes, de ces mémoires-là. Moi, je prends le cas de Toulouse, par exemple. J'ai redécouvert il n'y a que quelques années, alors pourtant j'ai fait des études d'histoire, qu'en fait, contrairement à ce qu'on me racontait tout le temps, Toulouse, la municipalité, ce n'était pas les bodistes seulement, c'était aussi toute une tradition de maires socialistes rouges qui, quand ils gagnaient au Capitole, mettaient le drapeau rouge sur le Capitole. Enfin voilà, donc, et qui ont fait des transformations les plus importantes de la ville. Et je suis sûr que ça vaut le coup aussi ailleurs de regarder ce qui a pu se faire. La participation des habitants, la mémoire de la ville, son identité politique, et aussi quand on arrive au pouvoir, comment on compose avec les habitantes et les habitants pour que déjà les décisions soient les plus partagées possibles, mais pas que, pour qu'ils apportent des propositions et qu'on en tienne compte. Tu as parlé des agendas municipaux, tu as parlé aussi de l'accaparement des biens communs par cette dynamique, on va dire, militante. Et nous, en France, je pense qu'on a une difficulté, c'est que tu évoquais à juste titre les réunions de concertation où, vous devez tous connaître ça, puisqu'on est des militants, donc nous, on se les fade, qui sont souvent des réunions de frustration, voire d'humiliation pour les personnes, puisqu'on se retrouve face à des technocrates avec un langage très particulier qui désespère les gens. Du coup, il y a toujours les mêmes personnes. Du coup, celles et ceux qui viennent pour la première fois se sentent totalement perdus par rapport à ça, frustrés, voire se sentent humiliés parce qu'on ne se sent pas infériorisé exactement. Et donc, on part aussi de cet existant-là.
et qu'on ne va pas résoudre comme ça d'un claquement de doigts ou avec une baguette magique parce qu'on a une solution miracle. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi de se dire qu'il faut se donner la possibilité d'essayer des choses, d'expérimenter des choses et donc de se tromper. Puisque comme dirait un célèbre rappeur que j'aime bien, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Et donc, je pense que c'est des réflexions qu'on doit avoir. Je vais laisser la parole désormais. Si vous avez des questions ou des remarques, j'ai vu des mains se lever et après j'ai parlé, du coup elles se sont rabaissées. Là-bas, il y a quelqu'un. Ouais, Johan va faire passer le micro. Donc, levez la main vers Johan qui est là, si vous voulez qu'il vous voie. Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé, c'est super intéressant. J'ai une petite question, vous l'avez pas mal évoqué. Une fois qu'on a gagné la mairie, on a loin d'avoir fini le travail. Et du coup, comment on fait avancer une mairie qui a été conquise par une force alliée ou une force insoumise, et on fait avancer de concert avec les forces militantes. Donc qu'est-ce que vous avez pu voir à Barcelone ou à Naples de cette synergie qu'il peut y avoir pour ne pas faire s'épuiser des dynamiques qu'on a créées lors des municipales et au contraire ramener d'autres personnes dans la lutte et pouvoir aller plus loin et faire avancer la municipalité? On essaye de faire un homme, une femme, etc. pour des questions paritaires, évidemment. Pour l'Italie, moi j'aimerais bien savoir si c'est actuel, parce que je n'ai pas entendu de date. Et par rapport au fait que maintenant il y a l'extrême droite, qu'est-ce que ça a changé? Et pour l'Espagne, vous avez pas mal évoqué que ça s'est arrêté donc, en 2019 pour les villes qui n'étaient pas assez radicales. Mais il me semble que de toute façon, ça s'est encore, c'est moi qui parle, ça s'est encore arrêté après. Enfin, comment vous pouvez expliquer que finalement des expériences qui nous enthousiasment et qui semblent bien pour tout le monde, comment ça s'est arrêté? Enfin, ou pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous aider pour que quand nous on va le faire, ça ne s'arrête pas? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, ça a été trop bien. Et moi, je viens de Cadiz en fait, donc merci pour la présentation. Et je connais bien El Kichi, c'est le nom qu'on lui donne à José María. Et en fait, moi, j'avais deux questions pour vous. La première question, c'est comment est-ce qu'on pourrait se réapproprier de ces espaces dans des villes, dans des municipalités qui ont été prises par la droite et l'extrême droite, peu importe, hein, soit au niveau de la France, de l'Espagne ou de l'Italie, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Et la deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait incorporer la population migrante qui aujourd'hui représente aussi une grosse question pour la gauche, et améliorer ces crises d'accueil qu'on a dans nos villes, en fait, dans nos municipalités, selon votre point de vue. Voilà. On va encore prendre 2 questions, après on fera un retour, puis ensuite on reprendra les questions. Du coup, moi je voulais réagir sur le côté autogestion. Donc moi je viens aussi de la tradition anarchiste. Du coup je connais les limites que ça peut avoir. Et je me disais comment est-ce qu'on peut articuler justement un soutien tout en conservant l'autogestion en fait. Quel est le rôle de la mairie là-dedans? Comment soutenir sans étouffer en fait? Oui, moi ce que j'aimerais, c'est faire un petit témoignage de ce que nous avons fait dans notre ville. Voilà. Ok. Est-ce que tu es en capacité de le faire en 2 minutes, 3 minutes? Oui, je peux essayer. Alors, pour reprendre ce que Maria Francesca a dit, et vous aussi, j'ai oublié le prénom, nous avons essayé de faire participer la population, et cela dès la campagne électorale. C'est une ville de 15... dans quelle ville, pardon? C'est une ville de 15 000 habitants, mais ça a l'air d'une petite ville, mais en vérité, c'est la 3e ville du département, parce que j'habite dans les Landes. Et elle s'appelle c'est comment? Saint-Paul-les-Dax. Comment? Saint-Paul-les-Dax. Voilà. Donc, nous avons fait dès la campagne
ce que nous avons fait, nous avons distribué dans toutes les boîtes aux lettres un document disant que nous voulions organiser des réunions publiques sous forme d'ateliers autour de thèmes et demander aux personnes de dire ce qu'elles souhaitaient comme débat. Donc nous avons organisé trois soirs des rassemblements de la sorte et organisé plusieurs tables rondes dans une salle publique. Et puis nous avons récolté tout ce qui nous avait été dit et nous avons essayé d'établir à partir de là un programme pour notre ville que nous avons à nouveau proposé par distribution en boîte aux lettres. Et puis nous avons fait 3 autres réunions où nous avons solliciter les retours par rapport à ce qui avait été proposé et nous avons encore amélioré notre programme. Donc nous avons réussi à être élus, mais quand je parle d'être élus, il ne s'agissait pas que d'insoumis, parce que dans la municipalité, sur 24 élus, il y avait des socialistes essentiellement, beaucoup de personnes de la société civile non encartées et 2 écologistes, 3 communistes et 2 insoumis. Voilà. Donc, au début, on a mis en application pas mal de choses. Par exemple, l'enregistrement des conseils municipaux, la présence du public qui pouvait poser des questions à la fin du conseil municipal, etc. etc. Et puis, nous avons essayé de faire des conseils de quartier. Nous avons donc divisé la ville en 4 quartiers. Et donner un budget et une autonomie à chaque quartier pour qu'il propose et fasse des choses. Ça a marché très bien dans un quartier, dans 2 autres moyennement, et dans celui du centre, pas du tout, parce que finalement, les gens nous disaient « mais il y a déjà tellement d'animations dans notre quartier que bon, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire de plus, c'est très bien soigné, le centre, voilà ». Donc là, ça n'a pas marché. Et puis, je dirais que depuis 1 an et demi, alors qu'au départ, on a beaucoup pu mettre de choses en place, là, je parle que de la participation citoyenne, mais moi, j'étais adjointe à la petite enfance et aux affaires scolaires, et j'ai pu mettre pas mal de choses en place. Mais depuis 2 ans, tout le monde est tendu par rapport à la prochaine échéance électorale, et je dirais que les socialistes ont pris le dessus, et qu'on ne peut plus rien faire. Les autres ne peuvent plus rien faire. Voilà. Donc, c'est une expérience assez frustrante et même douloureuse. Oui. Bah, merci en tout cas à toi de ton témoignage. Ton prénom, c'est ? Martine. Marine. Martine. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas de ton témoignage, et, parce que ça montre bien aussi qu'avec la meilleure volonté du monde, on se retrouve face à des obstacles dans les communes une fois qu'on est aux affaires. Je vais vous laisser répondre, Mathieu et Maria, juste 3 minutes chacun, pour qu'on puisse revenir et reprendre des questions, puisqu'il y a d'autres mains qui sont levées. Merci. Bon, alors j'essaye de résumer vraiment l'essentiel. Alors, la question, en fait, nous, en sciences politiques, on parle le mouvement d'institutionnalisation. C'est-à-dire comment les mouvements sociaux peuvent arriver, se transformer en partis politiques, arriver au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait après, en fait? Donc ça, en fait, c'est un processus assez classique, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos militants, vous avez votre liste, vous avez fait campagne, vous avez des cadres et tout. Ces gens-là, ils deviennent élus. Bon. Et donc, de fait, il faut être conscient que souvent, le processus classique, c'est qu'il y a un essoufflement, en fait, de la base. Donc, la question, c'est comment arriver à garder une base quand nos meilleurs militants, si on peut dire, deviennent des élus. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, c'est comme on l'a dit, c'est que ces élus, il faut essayer que les autres qui viennent derrière, souvent les plus jeunes, voilà, le reste de votre base, en fait, leur mettent un peu la pression et les contrôlent d'une certaine manière, en les obligeant d'être élus dans l'institution, mais aussi en dehors, c'est-à-dire garder un pied dans les mouvements sociaux, dans votre ville, dans vos quartiers. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais voilà, il faut essayer de maintenir un contrôle sur vos propres cadres, si on peut dire. Et deuxièmement, il faut aussi que les cadres assument le fait que faut former une nouvelle génération, il faut former d'autres gens derrière, faut qu'il y ait, chacun a son rôle à jouer. Et le problème, souvent, c'est qu'on voit une forme de parlementarisation des élus locaux, si on peut dire, et le groupe local, en fait, il tourne autour de l'élu, en fait. Et ça, c'est un gros problème. Souvent, les élus, ils sont confortables là-dedans parce qu'ils se disent, tiens, j'ai pas d'autres concurrents locaux dans le groupe, etc. Très bien. Ouais, sauf que c'est un piège.
parce que derrière, quand vous retournez, il n'y a plus personne. D'accord ? Donc, il faut être conscient de ça et essayer de garder ses deux pieds. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui réussissent le mieux à faire ça, c'est ceux qui ont le plus de chances de survivre, quoi, hein, par rapport à ce qui les concerne eux-mêmes. Après, il y a les opposants, il y a le contexte, il y a tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, nous, c'est ça, quoi. C'est avoir des élus dans les institutions et aussi en dehors qui restent des militants, en fait. Voilà, qui restent des militants. Et derrière, amplifier le groupe local. Deuxièmement, par rapport à l'échec, alors il y a toujours des raisons multiples et variées. Dans le cas espagnol, voilà, les cas de Barcelone, le cas de Valencia, c'est quand même la deuxième et la troisième ville d'Espagne. C'est pas rien. Le cas de Cadiz aussi. Moi, je ne parle pas d'échec, parce qu'ils ont été élus quand même pendant 2 mandats, pendant 8 ans. Ils ont fait vraiment pas mal de choses quand même. Et ensuite, il y a des effets d'alternance. Il y a le fait aussi qu'il faut voir que la politique locale, malheureusement, elle est aussi imbriquée dans la politique nationale. Donc, quand on vous fait une élection municipale au milieu du Covid, votre campagne, malheureusement, vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, vous êtes plombé par le contexte national. Vous n'y pouvez rien. Donc, il y a quand même des facteurs comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, dans le cas de Madrid, il y a une trop grande modération dès le départ. Voilà, sur le logement, ils n'ont rien fait. Et puis, alors, il y a des choses qui ont été faites sur l'espace public, etc., mais pas assez durables. Si bien que dès la droite arrive au pouvoir, hop, ils ont remis en cause tout ce qui a été fait sur la piétonisation, sur la réappropriation des espaces. Par contre, vous prenez l'exemple de Valencia, ils ont vraiment pensé l'idée d'une ville des places, alors qui, à mon goût, c'est pas assez élargi dans les quartiers. C'est d'abord dans le centre-ville et sa grande périphérie. Mais voilà, ils se sont réappropriés tout un tas de places qui, même si aujourd'hui la droite est revenue au pouvoir, eh bien, ça monte leur legs. Et demain, ils pourront dire, voilà, nous, on a fait ça, c'est nous qui avons fait ça. Et les habitants trouvent que c'est bien. Voilà. Et il y a des politiques concrètes qui resteront, sur l'écologie, sur le fait que c'est une ville verte, etc. Dans le cas de Cadiz, il y a le leadership. Kitchi, c'était un leader très populaire. Il a fait l'erreur de dire, dès le départ, je ne me représenterai pas plus que 2 mandats. Malheureusement, c'était l'erreur. Il a tenu sa promesse. Et donc, il a passé la main. Mais voilà, son successeur, qui était pourtant adjoint, ils l'ont présenté un peu tard dans la campagne, etc. Ça a joué un rôle, indéniablement. Mais ils ont perdu la ville à quelques milliers de voix. À Valence aussi, c'est à quelques milliers de voix. Donc parfois, ça se joue assez peu. Et finalement, alors sur les 2 autres questions, j'essaye de faire vite. Se réapproprier par rapport à la droite, l'extrême droite, quand ils gouvernent au niveau local, ça, c'est la vraie question. Mais il faut bien voir que vos opposants aussi font parfois des erreurs. On a vu en Espagne des gouvernements d'extrême droite arriver au pouvoir au niveau local, au niveau régional, et à peine 1 an après, ils sont sortis des gouvernements régionaux parce que c'était tellement des bons à rien, ils faisaient tellement n'importe quoi qu'ils se sont auto-expulsés, si vous voulez. Donc, voilà, il y a la possibilité de revenir de la même manière que eux, ils peuvent bénéficier d'effets d'alternance. Vous pouvez aussi en bénéficier. La question, c'est quand vous êtes dans l'opposition, c'est vrai que c'est compliqué, mais restez mobilisés, quoi. Restez mobilisés en tant qu'opposant à la politique locale. Voilà. Et puis, le temps viendra où les campagnes de demain préparent les campagnes de l'avenir. Et alors, sur la question des populations migrantes, c'est une question un peu complexe. Parce que déjà, il y a la question de, voilà, les migrants, c'est toujours ceux qui sont le moins défendus. Voilà. Donc, c'est difficile... mais je pense qu'on a un devoir de prendre à bras-le-corps cette question. En Espagne, il y a eu la question, par exemple, à un moment donné, tu te rappelles souvent, avec l'Aquarius, de l'accueil d'un bateau qui était venu au secours de migrants méditerranéens. Personne ne voulait l'accueillir. Ces villes ont dit non, nous, on est des villes ouvertes, voilà, on va les accueillir. Il y a aussi la question de l'inscription sur les listes locales. LFI fait ça à chaque élection, les campagnes d'inscription. Il y a beaucoup de gens, parce que dans le vocable migrant, il y a plein de gens en fait qui sont sans papier, ou il y a tout un tas de situations, mais il y a des gens qui sont français et racisés, qu'on considère comme migrants, etc., alors qu'ils pourraient avoir accès au droit de vote, ils ne le savent même pas, etc. Donc on peut politiser cette question dans le cadre des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Dans le cas espagnol, par exemple, il y a tous les personnes originaires d'Amérique latine qui souvent ont leur double nationalité, etc. On peut les associer. Ils sont très peu représentés dans les institutions locales en Espagne. Et voilà, j'en resterai là. Merci. Désolé Mathieu, mais je suis obligé si on veut repasser. Et je donne le challenge à Maria Francesca de tenir moins de 3 minutes. C'est un record. Alors, quand on discute avec les forces militantes, en fait, ce qu'on a eu à Naples, c'était vraiment porte ouverte. C'est-à-dire quand les mouvements allaient négocier des trucs avec l'administration, il n'y avait pas de représentants.
tout le monde pouvait entrer, négocier avec la mairie. Et là, on crée vraiment des discussions qui portaient sur l'intérêt général de la ville, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est mieux, qu'est-ce qu'il est mieux pour la ville. Et là aussi, les travailleurs, pas les élus, mais les travailleurs de l'administration aussi ont un grand rôle à jouer parce qu'ils ont de l'expertise, ils savent comment ça marche la machine, l'administration, et ont pu contribuer en fait à la réalisation de ce qu'on a réalisé. Mais là, on perdait un peu vraiment les sons de moi c'est qui et toi c'est qui, mais c'était vraiment comment faire l'intérêt de la ville. Et parfois, il faut du courage. Ce qu'on a fait à Naples a été beaucoup de fois vraiment à la limite de ce qui était légal de faire. Évidemment, le maire est un juriste, l'ancien maire, il est un ancien magistrat. Il connaît le droit, les activistes, il y a des activistes qui connaissaient les droits, etc. Et du coup, on a toujours exploité une zone grise. Et on a aussi fait valoir que la valorisation des biens publics, ce n'est pas que la valorisation économique. On a créé de nouveaux outils juridiques, on a créé un aménagement public de l'eau. Ça, c'est tous des choix qui ont des risques. Cependant, quand les parquets ont fait des recherches, ont investigué, ils ont trouvé rien d'illégal. Mais il y a une mairie qui a eu le courage quand même de se poser à cette limite. Et là, je trouve qu'il est quand même important. Et en plus d'accepter les conflits. C'est-à-dire que la mairie n'a pas pu dire, n'a jamais pu dire, moi j'ai derrière tous ces activistes, parce que ce n'était pas le cas en fait. Il y avait, comme je le disais, en dynamique toujours conflit. Et même si on s'assoyait aux mêmes tables dans l'intérêt de la ville, le jour après, on pouvait avoir une manifestation contre la mairie. Du coup, c'était comme ça qu'on a gardé une dynamique, je trouve, saine, salutaire, entre les mouvements sociaux et la mairie. Sur la question des dates, alors la mairie municipaliste dont j'ai parlé, ça n'existe plus. Maintenant, on a un gouvernement de coalition entre centre-gauche, qui est un peu parti démocratique, un peu comme les socialistes, et Cinque Stelle, qui est très libériste en fait. Mais beaucoup de changements qu'on a mis en place pendant la mairie de Magistris, ils sont encore là, justement pour la capacité d'aller vraiment changer pas seulement la politique, mais aussi les mécanismes administratifs de la ville. Et du coup, là, les communs, ça existe encore. Et juste pour répondre aussi à la question de l'extrême droite, évidemment, on est toujours dans une dynamique plus de résistance que de conquête du palais d'hiver. Mais quand même, on est arrivé à rester là pour la légitimation qu'on a construite dans les territoires et pour la quantité de changements administratifs qu'il a fallu pour reconnaître les communs et qu'il est très difficile à détruire sans prendre la responsabilité politique en tant que gauche d'effacer des exemples internationaux de régénération urbaine, des communs, etc. Et quant aux limites de l'autogestion, j'essaie un peu d'interpréter la question, mais je me dis si je me trompe. La question, c'est qu'est-ce que la mairie peut faire au moment où il s'aperçoit que les autogestions ont des limites. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de choses qu'on peut faire de la part de la mairie pour soutenir, dans ce cas, les limites de l'autogestion. Mais je trouve que l'Observatoire des communs que j'ai nommé avant, ça a été un outil très important parce que c'était en fait un conseil de personnes militantes. Du coup, de personnes qui connaissent très bien, même s'ils sont des gens académiques ou pas, c'est des gens qui connaissent très bien l'activisme et qui avaient la légitimation auprès des activistes pour pouvoir s'introduire ou dire quelque chose par rapport aussi aux dynamiques internes. Ça ne veut pas dire que l'Observatoire était une médiation ou qui a sauvé, qui a résolu toutes les limites des autogestions,
Mais je trouve que ça a été un instrument important, un dialogue entre les institutions et les mouvements et les communautés des communs. Et finalement, par rapport aux migrants et à l'extrême droite, je trouve qu'on n'a pas beaucoup à enseigner dans ce cas à LFI. À Naples, heureusement, l'extrême droite n'est pas très forte. Et la situation en Italie est assez difficile par rapport au vote des personnes migrantes, parce que obtenir le droit de vote, la citoyenneté, il est encore plus difficile qu'ici. Et du coup, ce n'est pas un électorat nombreux. Ce que je peux dire, c'est que vraiment ce qui est servi par rapport à l'extrême droite et à éviter l'expulsion des personnes migrantes, c'est vraiment les pratiques qu'on a mis en place dans les communs. C'est-à-dire, parfois les gens, les quartiers deviennent d'extrême droite pour un manque vraiment de présence militante sur le territoire ou pour un manque d'exemples concrets de qu'est-ce que ça peut être la solidarité, qu'est-ce que ça peut être une société mutualiste, une société solidaire. Du coup, là, les pratiques, les communs, les autogestions, mais aussi les associations, etc., je trouve qu'ils ont fait vraiment la plupart du travail par rapport à l'extrême droite, aux pédagogies populaires et à la présence sur les territoires. Et oui, je m'arrête là. Merci à Maria Francesca. Alors, je suis désolé, étant donné le temps qui nous reste, on ne va pas pouvoir reprendre de questions, mais vous pouvez, si vous voulez, après, venir interroger Mathieu et Maria Francesca. Je vais vous laisser quand même chacun un petit mot de conclusion, mais cette fois, ne me faites pas le coup parce que j'apprends à vous connaître. Il faudra vraiment faire rapide, voilà, pour qu'on puisse tenir dans le timing. Moi, je vais faire le mien, comme ça sera fait. Ensuite, Maria Francesca et ensuite toi, Mathieu. On s'apprête quand même à partir sur une élection qui, je sais ici qu'il y en a qui sont chevronnés sur la question municipale, mais pour celles et ceux dont ça va être peut-être la première, déjà, nous, ça ne dure pas 4 ans le mandat. Si vous êtes élu, ça dure 6 ans. Donc, ça veut dire que c'est un investissement que vous prenez, un contrat entre guillemets, de long terme d'investissement local, théoriquement, là-dessus. C'est-à-dire que vous vous liez à la ville dans laquelle vous êtes et que vous prenez l'engagement de tenir un mandat qui peut être soit un mandat exécutif si vous gagnez, soit un mandat d'opposition. Et le mandat d'opposition est toujours plus ingrat que le mandat exécutif parce que le mandat exécutif connaît des difficultés, des limites d'exercice du pouvoir, mais le mandat d'opposition, c'est en plus, vous êtes dans un cadre d'expression que vous n'avez pas choisi. Il n'y a qu'à voir, nous, à Toulouse, par exemple, le cadre imposé par la municipalité fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à dynamiter l'institution municipale comme on a réussi à le faire, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on a des difficultés comme celle-ci qui s'expriment, qui sont liées à beaucoup de paramètres différents. Mais il est important aussi de réfléchir cette question-là. C'est-à-dire, on va peut-être prendre des villes, mais on va peut-être aussi avoir un chemin qui est déjà de rentrer dans l'institution avant de prendre l'institution. Ça dépend des communes dans lesquelles on est, de la sociologie électorale qu'on a, des forces qui sont mises en place. Mais j'insiste là-dessus pour dire qu'une élection municipale, d'ailleurs, moi, quand j'ai concrétisé le fait de vouloir être candidat, j'ai des gens autour de moi, expérimentés, je ne citerai pas les noms, qui m'ont dit « mais pourquoi tu vas faire ça, quoi ? Tu vas avoir que des problèmes ». Et effectivement, on a souvent que des problèmes. Et ce n'est que le début, en plus. La campagne commence le 1er septembre. Donc, si vous avez déjà des problèmes, dites-vous qu'officiellement, il commence le 1er septembre. Avant, c'était rien du tout. Et qu'ensuite, quand on sera à la mairie, on aura toutes les problématiques avec des gens qui viennent manifester contre nous puisqu'ils sont insoumis aux insoumis. Voilà, et c'est normal et ça fait partie des contre-pouvoirs. Mais c'est ce qui permet aussi de tenir une dynamique et de tenir ses engagements. Donc, je pense que ces réflexions-là, elles sont importantes à avoir en termes d'engagement. Et je pense qu'il y a peu de gens qui vous diront merci de le faire pour celles et ceux qui vont le faire. Donc, moi, je vous le dis, merci de vous engager sur les élections municipales et d'avoir l'ambition qu'on prenne des villes parce qu'à mon avis, c'est le levier pour qu'on prenne aussi le pouvoir à l'échelle nationale. Donc, merci à vous toutes et tous de le faire. Vous pouvez vous applaudir parce que
parce que je connais l'histoire. Pendant 6 mois, ça va être surtout des tâches assez ingrates et des difficultés à gérer. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que comme ça a été dit, la forme de nos villes en fait a été marquée par des générations qui nous ont précédés et qui ont marqué des ruptures municipalistes. Je vais prendre un exemple peut-être assez bizarroïde, mais moi je me souviens d'une interview de Bernard Tapie qui disait qu'il devait tout au fait d'avoir été un enfant du communisme municipal. Il disait que lui, il venait d'une famille des classes populaires et qu'il n'aurait jamais eu accès à un certain nombre de choses, à la culture, à l'éducation, s'il n'était pas né, s'il n'avait pas grandi dans une ville du communisme municipal. Alors Bernard Tapie est un exemple, bien sûr, que j'ai pris de manière provocante, un petit peu, de manière... voilà. Mais beaucoup de gens, beaucoup de Françaises et de Français, qui ont réussi à avoir un parcours d'extraction de leur classe sociale, le doivent aussi au communisme municipal, et beaucoup le reconnaissent. Je pense à Jamel Debbouze aussi et d'autres qui ont pu en parler. Donc il y a un intérêt majeur à ce qu'on puisse prendre des villes et à ce qu'on puisse améliorer le quotidien des gens, mais aussi être en pointe de notre projet de société, qui est la planification écologique, la justice sociale et la 6e République. Donc c'est le chantier qu'on va avoir devant nous. Et pour finir, je vais donner la parole à Maria Francesca et à Mathieu pour conclure et nous encourager dans les mois qui viennent. Ok, alors tout d'abord, un grand merci encore pour cet échange. Et juste un peu pour conclure, j'espère que, et bien évidemment, congratulations pour le choix de vous saisir des élections communales. Pour moi, la question, c'est vraiment d'essayer de faire de la ville un laboratoire de démocratie et de comment on peut vraiment créer de nouvelles institutions, parce que chaque nouvelle société a besoin de nouvelles institutions. Du coup, n'hésitez pas d'expérimenter avec les droits. Il y a pas mal d'experts qui peuvent vous aider, vous pouvez les chercher. Il y a des avocats, avocates, militants, du coup, parce que là, vraiment, ça va changer la structure de l'administration et ça va créer des changements de longue durée. Et en deuxième, n'hésitez pas, vraiment, comme je l'ai dit un peu avant, cherchez vraiment des rattachements avec votre communauté locale, qui sont vraiment ceux qui vont être vos interlocuteurs et en fait vraiment donner de la substance au projet communaliste que j'ai lu, que vous proposerez par la France Insoumise. Du coup, vraiment chercher des connexions, vous mettre à l'écoute des mouvements qui ont parfois vraiment une grande sagesse, qui ont des compétences à mettre au service de la ville et qui peuvent sûrement structurer la nouvelle société qu'on peut créer. Parce que, en effet, vraiment, la ville peut être, c'est ce que le municipalisme dit toujours, c'est que la ville peut vraiment être un laboratoire des changements réels, actuels, là et maintenant, et possiblement permanent ou qui peut être répliqué dans d'autres villes, dans d'autres lieux. Du coup, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter avec les problèmes concrets de la démocratie et des politiques concrètes qui peuvent être mises en place. Et en dernier, je trouve, j'écoutais aussi des débats sur l'austérité, sur la dette, qui est bien sûr un grand problème pour les collectivités locales, qui n'ont parfois pas l'autonomie économique qu'ils croient de pouvoir avoir. Et là, je réplique un peu les paroles du mouvement municipaliste napolitain qui a dit « si la dette est publique, elle doit être discutée d'une façon publique ». C'est-à-dire, il n'est pas une question technique, il est une question politique. Quelles sont les dettes illégitimes qu'on a, les dettes qu'on a contraites pour la guerre, pour les exploitations, pour les crédits qu'on n'a pas pris, et quelles sont les ressources qu'on peut prendre des privés pour des politiques d'intérêt général. Et merci encore.
Alors, bon, pour conclure, je voudrais dire 2-3 choses sur des éléments un peu concrets, peut-être pour la campagne à venir, les campagnes à venir, vous donner 2-3 idées. Alors François l'a dit déjà très bien. Il faut partir de votre contexte local, c'est-à-dire la mémoire, l'histoire de votre ville, l'histoire même des quartiers. N'hésitez pas à aller voir les votes des élections antérieures. Même si voilà, notre courant n'était pas forcément représenté ou pas autant, vous allez voir, voilà, lors des dernières législatives, lors des dernières municipales, vous étudiez un petit peu les votes et si vous pouvez, vous regardez par quartier. C'est public, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver ces éléments-là. Comme ça, vous voyez déjà les quartiers dans lesquels on vote pas mal à gauche, ceux dans lesquels on vote moins. Alors, ça paraît tout simple, mais il y a plein de militants, ils ne font même pas ça. Mais ça, vous avez une vraie stratégie militante. Donc, allez voir les votes, allez voir comment vote tel ou tel quartier, et ensuite, orientez votre stratégie de mobilisation. Vous faites des choix, vous dites, bon, bah, ces quartiers-là, ça ne sert à rien, on ne va pas perdre notre temps, ils votent à 80% contre nous. On va privilégier tel ou tel quartier. Et puis, dans tel quartier, c'est un quartier qui a voté à droite des fois, à gauche des fois, donc c'est aussi important d'y aller. Vous voyez, vous avez une stratégie comme ça. Ensuite, quand vous faites des événements publics, n'oubliez pas, alors je sais c'est un peu touchy, mais c'est important, faites passer, mettez des gens qui soient responsables de prendre les contacts. Vous mettez à la fin de votre réunion un papier, voilà, avec nom, prénom, liste mail, numéro de téléphone, point, vous avez le droit. Pas d'informations personnelles, pas de rien, mais si les gens vous donnent leurs contacts, vous avez le droit. Ensuite, vous faites des mailing lists et petit à petit, vous élargissez tout ça. Et à chaque fois qu'il y a un événement, vous faites un mail. Voilà. Mais vous ne faites pas chier les gens avec 15 000 mails, mais vous envoyez comme ça. Et petit à petit, vous élargissez. Pensez, quel est votre peuple local? Quel est votre peuple? C'est qui vos citoyens locaux? Est-ce que c'est, voilà, vous avez des paysans, vous avez des artisans, vous avez... Dans quoi ils travaillent, vos gens, dans votre ville? Et en fonction de qui est votre peuple local, essayez de penser, de parler avec eux déjà, d'aller les rencontrer, et ensuite de faire des propositions qui leur parlent. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, bon, les cantines, ça c'est facile, les cantines plus gratuites, les filières d'approvisionnement des cantines, bon, avec associer les paysans locaux, les maraîchers locaux. Il y a même des villes, en Argentine, ça s'est fait par exemple, où on crée voilà, un service de maraîchage municipal, si bien que tous les élèves de la ville consomment des produits qui sont produits localement. Et là, on met des gens qui sont en insertion, par exemple, on leur donne un job local, financé par la municipalité, etc., etc. Donc on fait de l'économie sociale et solidaire et en même temps on fait de la production bio, etc. Les horaires des centres aérés ou les horaires d'accueil, familles monoparentales, plus de 20 à 30% des familles françaises sont monoparentales aujourd'hui. Une demande très simple de beaucoup de femmes, c'est que voilà, l'accueil, pouvoir à 7 heures déposer leurs enfants et pouvoir peut-être parfois les reprendre à 19 heures quand vous avez des horaires en décalé, parce que l'horaire de l'école, ce n'est pas suffisant. Donc, vous mettez des associations qui viennent avant l'école et qui viennent après. Comme ça, vous permettez à des familles monoparentales voilà, d'avoir un repos, d'avoir des perspectives d'emploi, etc. Vous voyez, des choses très simples. S'adresser à tous, s'adresser à chacun. Je vais très vite. Et n'hésitez pas à désobéir. Il y a plein de villes françaises où on rentre les panneaux publicitaires. Voilà, vous faites une campagne, désobéissance, vous dites que vous allez tous les supprimer, etc. Vous les prenez d'assaut. Bon, vous faites des trucs symboliques. Vous n'y arriverez peut-être pas, mais c'est populaire, ça marche. Donc la publicité, voilà, des radicalités concrètes. D'accord ? On a parlé budget participatif, la fiscalité. Regardez ce qui s'est fait à Niort et à Dunkerque pour les transports publics. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont augmenté la cotisation foncière des entreprises. Voilà, ils ont assumé. Les entreprises locales doivent payer un peu plus d'impôts pour qu'on ait un transport public. Voilà. Et inspirez-vous de tout ça le plus possible. Le sport dans les quartiers, les piscines, l'accès au sport, les bibliothèques. Et pensez à chaque fois, les collectifs. Regardez, dans toutes les villes, on a des collectes d'ordures. Les gars qui travaillent dans les ordures, c'est notre électorat. Ils se lèvent à 4h30, 5h le matin. Vous dites, on va municipaliser le service de collecte des ordures et l'horaire, ça sera plus 5h, ça sera 6h30, 7h. Qu'est-ce que vous en dites, les gars ? Vous pensez qu'ils vont être contre ? Vous voyez, vous associez aux gens, vous associez au collectif, vous essayez de proposer des trucs concrets qui parlent aux gens et vous oubliez la politique nationale pendant 6 mois. Merci beaucoup.